question de comment intégrer la participation citoyenne dans les plans climat et dans toute l'action climat de villes en Europe. Alors, nous avons aujourd'hui 3 villes. Nous allons commencer avec Madrid, qui est une ville assez de très grande taille et donc sur laquelle les enjeux sont majeurs. Avec Madrid, nous allons parler de la manière dont il s'agit de sensibiliser les citoyens, sensibiliser les habitants et les amener à se mobiliser pour la cause du climat avec Juan López Aranguren Blasquez, qui a travaillé autrefois comme coordinateur du programme Imagina Madrid et qui est maintenant un des coordinateurs locaux et qui se charge bien évidemment de Madrid dans le cadre du programme Climate Kick mis en œuvre notamment par DEMSOC. Ensuite, nous allons parler avec Thomas Honoré, qui est responsable du pôle prospective et climat de la communauté urbaine du Grand Poitiers, de la manière dont les citoyens ont été impliqués directement dans la construction, dans la co-construction du programme d'action en matière de climat. Et enfin, nous allons parler de quelque chose d'assez particulier et d'une importance cruciale dans le but de maintenir, enraciner et faire en sorte que les citoyens s'approprient l'action climat avec la ville d'Édimbourg en Écosse, avec Claire Marion, donc ce n'est pas un nom écossais, mais Claire Marion travaille directement avec la ville d'Édimbourg en tant que responsable de quantification carbone. Et sur ces questions-là, elle sera épaulée par Yana de Schreper, qui est également dans l'équipe d'EMSOC, qui travaille, elle, à Louvain en Belgique, mais qui travaille sur ce type de questions dans le cadre du programme Climate Kick avec DEMSOC. Et nous allons donc parler de cette question de création de valeur locale. Donc, nous allons commencer maintenant, Katharina, si tu veux bien. Nous allons donner la parole à Juan pour nous parler de cette manière intéressante, atypique, en tout cas moi ça me plaît, mais j'ai déjà vu la présentation, donc c'est à vous de nous dire ensuite. Juan, cette manière de sensibiliser les citoyens à la question du climat et de la biodiversité. Merci Juan, à toi Joël. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Katharina, merci beaucoup pour l'invitation en plus. Et ce que j'aimerais vous montrer, je pense que ça marche, oui. Voilà. Je vais partager les questions que nous nous posons en Madrid et quelques explorations aussi. Donc, comme vous voyez, j'ai des niveaux de présentation. C'est des choses qui sont déjà faites et qu'on peut trouver plus ou moins partout l'Europe et partout le monde. Mais et aussi des petites explorations qui peut-être utiles pour continuer avec l'engagement des citoyens. Voilà, Madrid, comme vous savez déjà, c'est une grande ville. Donc, chaque intervention là, ça a une répercussion énorme ou, au contraire, ça peut être une très petite répercussion. Pour nous, toutes les activités, ils comptent. Il a une capitale d'Espagne, 3 millions d'habitants, population de la région métropolitaine d'environ 6,5 millions et l'agglomération de Madrid a le 3e PIB en importance dans l'Union européenne. C'est-à-dire que vraiment, nous avons les ressources pour faire des interventions de climat, mais on veut voir si les pouvoirs, c'est toujours facilite la consécution de cet objectif. Nous avons fait, vous pouvez voir, les Wild dans la rivière de Manzanares. C'est pas les scènes, de toute façon, mais ça nous permet d'amener des oiseaux, des poissons, de différentes espèces à la ville que les années dernières ont déjà abandonné. Donc, amener de nouvelles espèces pour nous accompagner à la ville. Jardin urbain, potager, comme vous savez déjà, nous savons partout et c'est une manière très forte de réussir à trouver l'engagement citoyen, la mobilité électrique et aussi les budgets participatifs. Dans 4 ans, nous avons plus de 300 millions d'euros que la population a pu gérer
et aussi dessiner des projets qui devaient être financés par l'administration publique. Donc, c'est aussi une manière de faire partie à la citoyen de la gestion économique de la ville et de la gestion urbaine. Quand même, après tout ça, comme vous pouvez voir, vous d'ensemble de Madrid, des choses communes partout. Et comme vous pouvez le voir, nous avons fait beaucoup de choses qui sont faites partout. Nous avons encore beaucoup de problèmes à résoudre et il semble que nous soyons sur la bonne voie, mais cela ne suffit pas. Nous avons des problèmes de pollution très graves et normalement, c'est qu'on dit qu'il faut que les citoyens, les entreprises, les NGO, etc., se soient impliqués dans les processus. Les solutions ne fonctionnent pas seules, elles nécessitent une approche plus écosystémique. Et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu tout ça dans ce congrès, mais c'est toujours bon de les garder dans l'esprit. Donc, la question pour nous, c'est comment trouver de nouvelles façons d'explorer des solutions et d'activer des conversations. Nous avons besoin, en fait, de plus utiles, d'étincelles pour sortir des sentiers battus. Et je vais vous montrer des petits exemples. Par exemple, pourquoi il y a une barrière dans ma rivière. Et je pense que l'art et la culture peuvent nous aider pour activer des conversations et l'engagement des communautés. Activer facilement une conversation inconfortable. Nous en avons assez de la responsabilité personnelle et la fonte des glaces au pôle Nord et comment parler des problèmes actuels et élever l'alerte sociale quand on est déjà trop informé et parfois sont des conversations qui appellent à notre responsabilité d'une manière dure et parfois et normalement pas du tout agréable. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'activer les conversations avec cette sculpture. C'est une baleine qui est venue de Belgique. Il y avait des acteurs qui faisaient des scientifiques. Donc, de la soirée à la matin, la population de Madrid a trouvé cette baleine dans la rivière. Ils sont venus pour questionner qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça, qu'est-ce qu'il y a. Et il y avait c'est le moment que nous avons profité pour parler de la situation de la crise climatique actuelle. Ce qui s'arrive partout et aussi dans l'océan. Par exemple, de parler de pourquoi est-ce qu'il est mort, pourquoi il est venu ici, et pour parler de la quantité de plastique que nous trouvons dans l'océan, etc., etc., etc. Comme vous voyez, c'est une manière d'activer la curiosité que c'est plus ou moins le moteur qui nous permettent de nourrir notre besoin de connaître, de savoir en plus. Si on parle des océans en plastique, c'est vrai que c'est pas facile non plus de mesurer. Quand on parle des chiffres, il y a des situations qui sont difficiles à quantifier. Comme disais avant, combien d'arbres brûlent dans la forêt de l'Amazonie et combien de sacs en plastique il y a dans l'océan. Les chiffres sont tellement énormes que nous ne sommes pas capables de comprendre les dégâts. Donc, aussi construire des boules gonflables en plastique qui ont la taille des plastiques que tu peux trouver dans l'océan, ça peut tout donner d'un coup une idée plus ou moins et quantifier la situation. Donc, encore une fois, l'art qui nous permet de nous engager d'une façon différente, avec la main, la production, la créativité et aussi de s'amuser pendant les processus. Et par exemple, aussi en Espagne, nous avons des problèmes de gestion de l'eau. La désertification progresse, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Et qu'est-ce que c'est la relation quand je ouvre le robinet et quand la rivière sont déchets, sachets, pardon, sachets.
être capable de comprendre comment ma routine quotidienne affecte à la crise mondiale et de relier les points sur mon comportement et les J'ai l'impression qu'on a perdu notre intervenant. Peut-être s'il ne revient pas dans une minute, on peut d'abord passer à quelqu'un d'autre. Oui. Juan, est-ce que tu es Oui, tour? pardon, ça, Peut-être sans caméra et voilà, Juan, essaye juste. voilà, Voilà, ça revient? Ok, super. Merci. ça revient. Voilà. Donc, c'était dans le cadre de l'eau, je ne sais pas si, si ça s'arrêtait là ou plus avant. Ça s'est arrêté au dernier slide. Ici, là, c'est bien. Donc, voilà. Donc, je voulais vous parler aussi dans un autre exemple. En Espagne, nous avons des problèmes aussi avec de la gestion de l'eau et la désertification qui progresse. Mais qu'est-ce que c'est la relation de la désertification avec moi? Et qu'est-ce qu'il arrive qu'est-ce qu'il y a une relation quand je ouvre le robinet et la sachet de la rivière? Être capable de comprendre comment ma routine quotidienne affecte à la crise mondiale et de relier les points sur mon comportement et les résultats. Donc, par exemple, ces projets, nous avons les lumières qui ont la forme du lac qui donne l'eau à la ville de Madrid. Donc, chaque fois que le lac descendu, les lumières commençaient à, à s'attendre plus en plus rapide. Donc, c'était aussi une façon de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans des autres écosystèmes, mais qui nous affectent. Il y a aussi plus d'exemples comme celui-là pour comprendre et pour voir que nous ne sommes pas tous seuls dans l'écosystème. Et aussi, il y a des projets plus manuels pour construire notre entourage encore. Comme disait, de cette étincelle pour activer des actions communes. Parce qu'une fois qu'on active la communauté, peut-être la crise climatique n'est pas dans l'agenda de la vie. Alors peut-être que Katharina, Désolé. voilà, ça revient. D'accord. Ça revient. Oui, désolé. Donc, je pense qu'on peut finir en disant que parfois, il y a des petites actions qui se deviennent des projets. Il y a aussi des projets qui se deviennent des programmes. Mais quand même, comme on disait avant, il nous manque toujours de consolider les différents chemins, d'impliquer à long et moyen terme et aussi de transformer les expériences en politique de la ville. Donc, c'est vrai qu'avec cette action artistique et culturelle, on peut activer plein de conversations, on peut trouver des outils pour changer et peut-être pour avoir des différentes actions, mais quand même, il nous manque des coordinations écosystémiques avec des autres acteurs de la ville et tout ça. Je pense que c'est pour ça qu'un programme comme Climate Kick Deep Demonstration, c'est une bonne manière de ramasser tout ça qui arrive et de faire aussi les liaisons entre les différents acteurs de la ville. Donc, merci beaucoup. Désolé pour les problèmes. De connexion. J'espère que plus ou moins on a pu comprendre l'idée et
Je pense qu'on a pu comprendre beaucoup de choses, et d'autant plus que c'était une présentation avec énormément de supports visuels. Et ça, c'est quelque chose de très, très utile, puisqu'on parle de la manière dont les arts et la culture ont été mobilisés pour la campagne de sensibilisation à Madrid. Moi, ce que ça m'inspire immédiatement, c'est nous, donc à DEMSOC, nous travaillons avec plusieurs villes, et puis aux Rencontres nationales de la participation, on a pu voir une multitude de partenaires qui travaillent également à soutenir le travail de villes et de communautés urbaines et de métropoles dans leur travail sur le climat. Et très souvent, bon, évidemment, on réfléchit à comment activer cette participation citoyenne, et on parle toujours du rôle des arts et de la culture, mais on manque d'idées, par définition, on ne pense jamais à tout. Et ne serait-ce que ce catalogue illustré des initiatives qui ont été prises à Madrid, c'est une espèce de réserve de bonnes idées illimitée. D'autant plus que tu as un petit peu terminé vite à la fin, mais sur les derniers points, on sentait qu'il y avait encore d'autres choses. Donc peut-être qu'avec les questions, on pourra retravailler et redécrire un tout petit peu d'autres éléments. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est de voir dans quelle mesure ces différentes manifestations artistiques de rue ont été co-créées avec des artistes, ça semble évident, mais est-ce que c'était des commandes directes? Est-ce qu'il y avait un processus participatif avec des collectifs d'artistes, par exemple? Un petit peu, si toi, avec ton expérience à Imagina Madrid, est-ce que toi, en tant que coordinateur, quand tu travaillais directement avec cette agence-là, comment est-ce que tu as organisé cette récolte de bonnes idées artistiques? En fait, il y avait plusieurs manières. C'est un processus qui me vient d'être collaboratif d'une manière profonde et radicale. C'est-à-dire qu'il y avait les artistes qui ont participé dans un concours, mais les concours, c'était pas plus compétitif, mais collaboratif. C'est-à-dire que si tu gagnais les concours, tu t'assoyais avec des autres artistes et la communauté et des techniciens de la ville pour désigner ensemble le processus. L'intervention et aussi les budgets et les calendars, l'agenda. Donc, c'était plutôt comme ça. Mais dans cette présentation, il y avait des exemples de différentes approches. Il y avait des exemples que c'était comme on avait commandé à un artiste d'amener la baleine. Ça, c'est un exemples. Il y a par contre des autres exemples qui viennent de la propre communauté qui demandent des artistes pour l'aider à réaliser des idées qu'ils avaient déjà, mais qu'ils ne savaient pas comment la formaliser. Donc, l'artiste il a donné la capa, les layers Il a donné la première couche. la première couche. Comme je travaille normalement avec ça, il y a plusieurs couches qu'on peut mettre dans un projet et quand on a les plus de couches que nous avons, les plus de complexité que nous pouvons passer. Donc, comme tu vois, il y a plein de différentes manières, de différentes approches, et chacun a c'est utile pour des manières différentes aussi, pour résoudre des objectifs différents. Merci Juan. Moi j'ai toujours trouvé que déjà travailler en matière de participation citoyenne sur les questions de climat, c'est déjà travailler sur, en tout cas pour ce qui me concerne, les deux sujets qui m'intéressent le plus. Si tu rajoutes avec ça les arts et la culture, bon là c'est vraiment voilà, c'est la formule gagnante, en tout cas passionnante. Katharina, est-ce que il y a éventuellement des questions liées à la présentation de Juan? Non. Peut-être Juan, comment obtiens-tu ton accès Internet à Madrid? On voudrait savoir comment, comment ne pas se relier à ce réseau-là. Voilà, pour avoir une liaison Internet solide. Je te remercie beaucoup. Peut-être du coup, on va passer, Katharina, à la présentation de la manière dont la communauté urbaine du Grand Poitiers s'est occupée de co-construire vraiment le programme, le programme d'action en matière de plan climat. Donc Thomas Honoré, donc comme on a dit, tu es le responsable du pôle prospective climat. Excusez-moi, j'ai le tutoiement facile, j'espère que ça ne choque personne. Le responsable du pôle prospective et climat donc à la communauté urbaine du Grand Poitiers. Et donc la parole est à toi. Merci Raphaël. Je partage mon écran.
Donc effectivement, on n'est pas à la même échelle. Hein. Je parle au nom de Grand Poitiers, alors qui, ceci dit, est en pleine évolution depuis quelques années. On se place dans un contexte où Grand Poitiers est passé de 13 à 40 communes en 2017, est passé au statut de communauté urbaine, donc avec un éventail de compétences beaucoup plus vaste. Et donc Grand Poitiers, c'est aujourd'hui environ 200 000 habitants. On est aussi dans un contexte d'évolution réglementaire avec la loi sur la transition énergétique en 2015 hein, qui s'applique et donc qui fait évoluer les exigences et les ambitions par rapport à la construction du plan climat air énergie territorial du PCAET de Grand Poitiers. Donc la première chose pour nous a été de remettre à plat la stratégie en la matière, en reposant l'état des lieux. Et donc, dès le départ, on a voulu associer au maximum les acteurs du territoire. Le plan climat, c'est bien une démarche territoriale, hein, c'est bien le T de PCAET. Donc, ce n'est pas simplement la stratégie de la communauté urbaine, c'est vraiment une vision partagée avec les différents acteurs du territoire. Donc, on s'est appuyé, bien sûr, sur les élus de la communauté urbaine, des communes, et puis on a progressivement ouvert la réflexion pour fixer des objectifs avec à la fois toujours la volonté de trouver l'équilibre entre de l'ambition pour répondre à l'urgence climatique et aux défis de la transition énergétique, mais du réalisme en s'appuyant vraiment à chaque fois sur des hypothèses très, très précises pour pas simplement jeter des chiffres en l'air. Donc, on a travaillé avec ce qu'on appelle un panel d'experts, en fait des acteurs un peu majeurs du territoire, à la fois des énergéticiens, à la fois des acteurs importants tels que l'université, le centre hospitalier, les bailleurs sociaux, enfin voilà, des acteurs qui connaissent bien la situation et qui sont susceptibles aussi d'avoir en main des leviers d'action en la matière. Et puis progressivement, on a ouvert plus largement aux acteurs du territoire, entreprises, associations. À ce stade, on n'était pas encore dans une démarche réellement de concertation citoyenne, parce qu'on était plutôt avec des structures et pas directement avec des personnes, avec des citoyens en tant que simplement habitants. On a tout de même travaillé avec le Conseil de développement de Grand Poitiers à ce stade, qui est quand même une instance représentative des habitants de Grand Poitiers, notamment pour essayer de donner une vision plus humaine des choses. Hein. On a beaucoup manié les gigawattheures, les tonnes équivalent CO2 dans ces travaux. Donc, c'était important aussi de donner une vision plus humaine et de donner à imaginer un futur désirable et compatible avec la transition énergétique. Donc voilà, ce travail, il a quand même drainé pas mal de monde sur la construction d'un scénario à l'horizon 2030 et puis derrière sur des pistes d'action pour consolider le plan climat de Grand Poitiers. Donc voilà, simplement pour fixer les choses, c'est l'ultra-synthèse de la feuille de route construite dans le cadre du schéma directeur des énergies. Concrètement, on s'appuie sur deux grands leviers. Une réduction des consommations d'énergie de 25% à l'horizon 2030, donc sur tous les secteurs, les déplacements, l'habitat, le secteur tertiaire, industriel, agricole, etc. Et puis, d'autre part, un développement des énergies renouvelables en s'appuyant là aussi sur toutes les sources, la méthanisation, le photovoltaïque, l'éolien, le solaire thermique, la géothermie, etc. Et donc, c'est vraiment la conjonction de ces deux leviers qui nous permet de viser un objectif ambitieux, donc, qui se traduit par l'indicateur qu'on voit au milieu, passer de 8 à 38% des consommations d'énergie du territoire couvertes par des énergies renouvelables produites localement. Donc, c'est vraiment la confluence de ces deux objectifs avec une ambition qui est de tendre vers un territoire à énergie positive. Mais voilà, à ce stade, on s'est bien gardé de mettre une date sous ce croisement des courbes parce que, on a encore de la marge, on a encore du chemin à parcourir avant d'en arriver là. Donc,
ça montre un peu l'enjeu environnemental, et notamment par rapport à l'enjeu climatique. Après, voilà, je parlais de gigawattheure, c'est pas forcément ce qui parle le plus aux acteurs, aux habitants d'un territoire, le fait de savoir qu'on va passer de 5900 gigawattheures en 2015 à 4400 en 2030. Donc, je trouve important, et ça rappellera aussi ce qui sera développé sur Édimbourg, la notion de création de valeur locale. Au-delà des intérêts, des opportunités environnementales, il y a aussi des bénéfices qui sont économiques, qui sont sociaux. Les actions qui sont derrière ce scénario, qui reposent sur des actions très précises autour, par exemple, de la pénétration de véhicules électriques ou du développement des modes doux, de la rénovation des logements, qu'ils soient privés ou publics, de l'amélioration de la performance énergétique des entreprises. Tout ça génère des investissements sur le territoire, mais qui, au contraire parfois de la consommation d'énergie ou de l'achat d'énergie sur le territoire, là on est vraiment sur des retombées locales, et donc on a essayé de le traduire aussi comme ça, en montrant que ce surcoût de ce scénario de transition énergétique, il était aussi d'une part compensé par une baisse de la facture énergétique pour les différents acteurs, et y compris pour les habitants, donc ça passe aussi par une baisse de la précarité énergétique, même si c'est toujours compliqué avec l'évolution du coût des énergies de réussir à stabiliser les choses. Et puis, d'autre part, une création d'emplois sur le territoire. Voilà, quand on stimule le secteur du bâtiment, des énergies renouvelables, des transports au niveau local, eh bien, c'est de la création d'emplois pour le territoire. Voilà pour l'aspect stratégique. Donc ensuite, sur cette base-là, on est arrivé aussi à une époque où c'était les marches pour le climat, beaucoup en France et au-delà. Et donc, on a souhaité aller plus loin et laisser la possibilité aux citoyens de réellement prendre leur part dans ces travaux. Donc tout d'abord, le scénario du schéma directeur des énergies, on l'a ouvert en open data, toutes les données, qu'elles soient le diagnostic 2015 ou le scénario 2030 sont ouvertes en open data, donc sont réutilisables par les acteurs qui souhaitent s'en saisir. Et puis, on a surtout ouvert la porte aux citoyens sur la construction du programme d'action, parce que là, avec le schéma directeur, on a tracé les grands objectifs. L'étape suivante, c'est bien de définir les actions à mettre en œuvre. Donc, sur la base d'un premier projet de programme d'action, on a ouvert aux citoyens de deux façons. Alors, d'une part, on a travaillé sur la mise en place d'ateliers ouverts au public sur le territoire, sur différents lieux du territoire, avec différentes méthodes. On a travaillé notamment avec le cabinet Auxilia sur ce sujet. Donc, l'idée étant d'essayer d'attirer. On n'avait pas de baleine sous la main, donc on a essayé d'attirer avec des méthodes qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. On voit sur l'image centrale une méthodologie de cartographie participative pour essayer de libérer la créativité des participants. Au final, ce qui a bien marché, on est resté sur des formats classiques de discussion en petits groupes, finalement c'est peut-être ça qui a le mieux marché. Donc c'était des échanges très riches. Après, c'est forcément un peu limité. Voilà, on a touché 80 citoyens là, sur 3 réunions publiques. Bon, c'est pas si mal, mais par rapport à la population de Grand Poitiers, c'est pas si énorme non plus. L'écueil qu'on retrouve assez facilement partout, je pense, et que les personnes qu'on retrouve dans ces réunions publiques, c'est plutôt des personnes qui sont militantes ou qui sont un peu expertes du sujet, pour aller dans le sud du territoire, parler de stockage carbone un soir en semaine à 20h. Il faut quand même être un peu motivé par la question. Et donc, en parallèle de cette démarche physique, on a aussi utilisé un outil numérique, donc qui, sur la base d'un outil déployé par Cap Collectif,
dont Grand Poitiers a fait l'acquisition, mais de manière plus large. On était les premiers sur le plan climat à un peu essuyer les plâtres et à tester cet outil. On ne savait pas bien à quoi s'attendre, mais au final, on était plutôt content de la participation. Cet outil, il a permis à pas mal de gens de s'exprimer quand même, plus en tout cas que les réunions publiques, et probablement du coup des personnes un peu plus éloignées du sujet à la base. Donc avec différents niveaux de contribution, soit simplement un système de vote. Je suis pour cette action, je suis contre cette action. Ça pouvait se limiter là, mais on pouvait aussi aller plus loin en donnant des arguments écrits. Voilà pourquoi je suis pour, voilà pourquoi je suis contre sur cette plateforme. Et voir au-delà si je ne trouve pas... si je ne trouve pas dans la liste des questions quelque chose qui correspond à une idée que j'ai en tant que citoyen, eh bien, je peux proposer de créer une nouvelle action, de venir enrichir le programme d'action. Donc ça, voilà, c'était vraiment très, très riche. Alors, ça nous a donné beaucoup de matière à traiter. Et donc, on a essayé ensuite d'aller vraiment au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'on a pris l'ensemble des propositions construites dans le cadre des ateliers publics, on a pris l'ensemble des contributions numériques qu'on a forcément retraitées, restructurées, mais en essayant de ne pas en perdre l'essence. Et puis, on a travaillé avec les services de Grand Poitiers en charge des différentes questions, que ce soit sur la mobilité, sur les déchets, sur l'habitat, etc. Pour avoir une première analyse une étude de faisabilité technique un peu. Et puis ensuite, on a soumis ces propositions à nos élus, aux élus de Grand Poitiers, pour qu'ensuite ils puissent arbitrer. On avait annoncé dès le départ qu'on ne s'engageait pas à retenir toutes les contributions qui seraient faites sur la plateforme. Les citoyens n'avaient pas carte blanche, mais par contre, on s'engageait à toutes les traiter et à faire un retour sur les choix qui avaient été faits ensuite. Donc ça, voilà, c'était assez intéressant de pouvoir aller au bout de cette démarche-là. Et donc, au final, et c'est ma dernière diapo, j'espère que je suis dans les temps, au final, finalement, on se rend compte que la majorité des propositions ont été retenues. C'était assez rassurant sur le fait qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui allaient dans le sens des actions qu'on avait proposées initialement. Et finalement, il y a beaucoup de propositions qui venaient compléter, qui venaient enrichir, alors soit enrichir des actions existantes, je pense par exemple une action autour d'un programme alimentaire de territoire, et ça a été beaucoup poussé sur l'aspect aussi impact de la restauration collective, de la restauration scolaire, etc. Comment c'est un levier pour promouvoir les circuits courts, etc. Donc ça, voilà, on avait déjà une action, mais on est venu renforcer les outils, on va dire. Il y a d'autres choses qui ont été complètement nouvelles, par exemple l'idée d'inciter, d'accompagner les particuliers dans le fait d'adopter des poules. Voilà, c'était un outil au service de la réduction des déchets qui n'était pas dans le programme, mais finalement, on est en train d'étudier l'idée parce qu'elle est bonne, tout simplement. Voilà. Et puis après, sur d'autres thématiques, il y a eu aussi un choix de dire non, on ne retient pas cette action. Je pense à l'exemple des transports publics gratuits. C'est quelque chose qui est ressorti, qui a été appuyé dans le cadre de la plateforme. Mais les élus de Grand Poitiers, à l'époque, avaient fait le choix de ne pas aller sur la gratuité des transports pour éviter que ça se fasse au détriment de la qualité du service qui est apporté, voilà, en privant de ressources le service de transport public. Donc voilà, c'est assez assumé. Non, on ne retient pas, on ne fait pas ce choix, mais ce qui n'empêche pas d'avoir des actions pour promouvoir les transports en commun. Voilà, et donc au final, on a vraiment amendé le programme et on aboutit à 125 actions qui ont fait l'objet d'une adoption officielle par le Conseil communautaire de Grand Poitiers sur les différents enjeux qui touchent à la transition énergétique et écologique. Merci beaucoup Thomas, c'était absolument passionnant, en tout cas pour ce qui me concerne. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à la fin de ta présentation, quand tu dis à la fin, nous avons amendé profondément le programme, c'est-à-dire que ce qui a été proposé par les habitants, les citoyens, a été pris en compte. Et ça, on sait très bien quand on travaille sur la participation que la promesse de prendre en compte les propositions qui sont faites
doit être tenue. Ouais. Faute de quoi l'espèce de contrat entre les autorités, entre la collectivité territoriale et, et les habitants eh bien, peut devenir caduque assez rapidement et causer une fatigue de la consultation, comme on a dans d'autres domaines, hein, une fatigue liée à l'exercice de ce type de droit. Donc il faut vraiment s'assurer que des deux côtés, chacun fasse sa part du contrat. Et tu as parlé également du retour sur les choix. Alors évidemment, le retour sur les choix, bon, c'était d'amender le programme, mais comment est-ce que vous avez communiqué sur la manière dont ces propositions ont été prises en compte? Comment vous avez fait l'espèce de le retour au public sur nous avons pris en compte vos propositions? Alors, on l'a fait notamment via l'outil numérique, hein, puisque cet outil, il était basé sur l'inscription d'un compte, donc à un moment donné, une adresse mail, même si ça pouvait tout à fait rester anonyme. Donc, simplement, on a refait un message à tous les contributeurs sur la plateforme. Ils ont reçu un message leur expliquant, les remerciant déjà de leur participation, hein, et puis leur expliquant les choix qui avaient été faits. Et ensuite, l'ensemble des résultats ont été mis en ligne sur la même plateforme en fait, hein, et donc le plan climat adopté avec un document qui synthétisait les modifications qui avaient été apportées a été diffusé par ce biais. Donc c'est vrai que le fait d'aller au bout de la démarche et de s'engager sur la prise en compte de la parole citoyenne, c'est vrai qu'elle était particulièrement importante puisqu'on était sur le démarrage de cet outil. Donc pour nous, c'était aussi important de ne pas couper l'herbe sous le pied aux concertations futures et de montrer que cet outil qu'on mettait en place et qui allait servir pour d'autres projets, il ne servait pas à faire de la fausse concertation. C'était pas pour du beurre, j'ai envie de dire. Ouais, c'est très bien dit. Katharina, est-ce que tu as un petit peu éventuellement des questions ou est-ce que on reporte tout sur après la troisième et dernière présentation? J'ai pas forcément le détail. Je parle de personnes. Quand je dis 350 personnes sur la plateforme, c'est un compte, donc c'est un citoyen, mais ça peut aussi être une entreprise derrière. Après, le chiffre que j'ai en tête, c'est que en amont, dans la construction du schéma directeur des énergies, là, on touchait plutôt des structures, alors publiques ou privées, mais à ce stade, il y a 300 interlocuteurs, mais derrière, c'est près de 300 structures qui ont été associées à la construction au cours d'une cinquantaine de réunions. Alors non, pour la simple et bonne raison que c'est anonyme. Donc les personnes qui contribuaient sur la plateforme numérique, on ne leur demandait pas leur identité, hein. Ils pouvaient très bien mettre simplement un pseudonyme. Et puis de la même manière, les personnes qui venaient s'exprimer en réunion publique, on ne leur a pas demandé leurs coordonnées parce qu'on voulait aussi que ça reste libre. Excellent. Ben, écoutez, très très intéressant. Moi, j'aurais après, si on a un petit peu de temps, une question sur le conseil de développement, parce que c'est une entité en France extrêmement intéressante, qui est liée donc aux communautés urbaines ou aux métropoles, et sur lequel la législation laisse une immense liberté sur comment mettre en place un conseil de développement. Et donc, en fonction des communautés urbaines et des métropoles, les conseils de développement ont une composition qui peut être radicalement différente, soit très très participative, soit davantage un conseil d'experts ou de parties prenantes particulièrement importantes dans le cadre de la vie économique, la vie sociale, la vie politique de la collectivité. Donc ça peut-être un peu plus tard, on essaiera de discuter de ça parce que c'est un sujet qui me semble particulièrement intéressant personnellement. L'autre aspect dont nous voulions parler avec Yana
et surtout Claire Marion, donc, qui est la responsable de quantification carbone pour la ville d'Édimbourg. On va continuer notre voyage du sud de l'Europe voilà, vers le nord de l'Europe, toujours sur une ligne vraiment très à l'ouest de l'Europe de l'Ouest. Et donc, nous allons parler de ce concept de création de valeur locale. Alors, ce n'est pas forcément un concept qui dit grand-chose à tout le monde. Et donc, peut-être la première question, pour te faire commencer la présentation, Claire Marion, tu vas nous dire qu'est-ce que la création de valeur locale et en tout cas, comment ça se déploie voilà, pour cette question particulièrement sensible de la dimension de développement économique et social local liée à la mise en œuvre des plans climat. Je te remercie, Claire Marion, la parole est à toi. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Je vais juste partager mon écran. Alors, voilà. Donc oui, évidemment, c'est prévu dans ma présentation de définir qu'est-ce que ce concept de création de valeur locale. Donc, je vais bien sûr passer du temps dessus. Donc, juste pour commencer, donc, je travaille pour la ville d'Édimbourg dans l'équipe climat, plutôt sur des sujets techniques. Donc là, je vais vous parler d'un autre projet. Donc, voilà, donc dans les 2 présentations précédentes, on a parlé de comment on pouvait impliquer les résidents et les sensibiliser sur les sujets climat. Là, moi, ici, dans ma présentation, je vais plutôt essayer de voir comment on peut avoir de l'impact long terme et comment on peut faire en sorte que les gens restent impliqués sur ces sujets-là, sur l'action climat. Bon, rapidement, le sommaire, je vais vous donner des éléments de contexte. Édimbourg et pourquoi faire de la création de valeur à Édimbourg. Et bien sûr, qu'est-ce que c'est? Et je vais finir par un exemple de projet particulier. Donc, pour ceux qui ne savent pas déjà, Édimbourg est la capitale d'Écosse. Donc, c'est la 2e plus grande ville après Glasgow. Mais c'est vraiment là où il y a le berceau de la culture écossaise. C'est une ville magnifique, il y a un musée à ciel ouvert et d'ailleurs le centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous connaissez le festival d'Avignon. Eh bien, à Édimbourg, il y a ce qu'on appelle le festival du Fringe, et qui est en fait comme le festival d'Avignon, mais en beaucoup plus gros, puisque c'est le plus gros festival d'art du monde. Donc vraiment un centre culturel fort. En termes d'action climat, la ville a déclaré l'état d'urgence climatique en mai 2019. Comme maintenant un peu plus d'un tiers des gouvernements locaux au Royaume-Uni, il y a un vrai mouvement qui a commencé en fin 2018. Donc, la ville s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030, donc, ce qui est un objectif extrêmement ambitieux puisqu'il est aussi 15 ans en avance par rapport à l'objectif national, donc l'objectif de l'Écosse qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2045. Donc là, on est en train de travailler à produire notre plan d'action pour comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif de neutralité carbone. Donc ensuite, pourquoi faire de la création de valeur locale? Eh bien, il y a 2 avantages. Donc d'abord, ça nous permet d'intensifier l'action climat, tout en s'attaquant au taux de pauvreté et aux inégalités. Donc l'idée, c'est vraiment de faire, de s'attaquer à ces 2 problèmes et que ça aille main dans la main et qu'on ne laisse personne de côté. Quand on fait des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc les images que vous voyez en dessous, donc c'est un quartier qui est très intéressant pour faire de la création de valeur locale, donc qui est le quartier de Granton, qui est près de la côte. Donc vous voyez tout à gauche, donc c'est une vieille représentation, donc on voit que c'est un quartier qui était très industriel, avec donc des exports de charbon, une carrière de pierre, des activités de pêche, une usine de voitures et aussi il y avait des gazomètres. On voit encore les vestiges de cet héritage industriel sur la photo du milieu qui est une photo actuelle. Donc on voit, bon, c'est un peu petit, mais au milieu, on voit un gazomètre. Et donc aujourd'hui, le quartier de Granton est un quartier avec beaucoup d'inégalités et de pauvreté relativement au reste de la ville d'Édimbourg. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant
de faire de la création de valeur locale, donc de créer de la richesse sur ces territoires-là. Et donc, il y a des projets ambitieux de régénération du quartier. Donc, vous pouvez voir sur la dernière photo à droite une modélisation donc d'ailleurs des consultations en cours pour développer des projets sur ce territoire. Alors, la création de valeur locale, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle qui permet d'avoir une approche intégrée et holistique sur un territoire, tout en ayant conscience que chaque territoire est unique et différent et a ses propres caractéristiques. Et donc, on a une approche globale du territoire pour créer de la valeur. Et quand on parle de valeur au sens large, donc pas seulement de la valeur économique, donc qui pourrait se mesurer par des flux financiers, mais on parle vraiment de valeur au sens social, culturel, etc. Et l'idée, c'est que on veut créer la valeur sur le territoire et faire en sorte qu'elle reste sur le territoire. C'est pour ça que dans ce modèle-là, c'est important qu'il y ait des institutions qu'on appelle les institutions piliers. Donc là, on entend par là par exemple, les universités, les hôpitaux, les bâtiments publics, et qui ont l'avantage, contrairement par exemple à des entreprises, d'être un élément stable et qu'on sait qu'elles resteront là dans le futur, contrairement à par exemple une entreprise qui pourrait être délocalisée parce que la main-d'œuvre est moins chère ailleurs, par exemple. Et donc, on va vraiment essayer de mettre l'individu au centre de l'économie laisser les communautés locales être le moteur des initiatives de création de richesse. Et donc, par exemple, maximiser les relations, le tissu social du territoire, maximiser les achats locaux, etc. Donc, le lien avec l'action climat, donc l'avantage de faire de la création de valeur locale, l'idée, c'est vraiment d'augmenter, de renforcer la résilience d'un territoire. Donc, par résilience, donc j'entends capacité à absorber un choc et à rebondir après un choc. Donc, un choc, ça peut être par exemple une catastrophe climatique, donc comme une inondation, une sécheresse ou quoi d'autre. Mais par exemple, la situation du Covid, c'est un bon exemple de choc et un bon exemple de territoire résilient. Ça va être un territoire qui aura déjà des réseaux, un tissu social déjà bien développé et solide, et donc des réseaux, par exemple, d'approvisionnement, mais aussi des réseaux de solidarité, par exemple, déjà en place, déjà solides, qui peuvent être ensuite sollicités pour être réactifs et mettre en place des solutions, par exemple, d'aide aux plus vulnérables. Donc, voilà. Donc la création de valeur locale permet de remettre en question le mythe de l'emploi avant le climat, dans le sens où pour préserver l'emploi, on préserverait plutôt des emplois riches en carbone, enfin, par exemple des emplois dans des industries fossiles. Ici, l'idée, c'est voilà, de favoriser l'emploi local, mais aussi des emplois, par exemple des emplois du soin, ou des emplois dans la rénovation du bâtiment, dans les espaces verts. Enfin, donc il y a d'autres façons de créer de l'emploi sans pour autant générer beaucoup d'émissions. Donc l'impact de l'action climat, encore une fois, est amplifié par les institutions piliers dont je parlais précédemment, avec donc par exemple, si je donne l'exemple d'une coopérative, une coopérative locale où par exemple les employés posséderaient un bout de la coopérative, et donc auraient une voix sur son fonctionnement. Eh bien, ça permet d'utiliser une coopérative locale, permet de garder des emplois locaux, éviter qu'ils se délocalisent, et donc faire en sorte que les profits générés par cette coopérative restent dans la communauté et restent sur le territoire. Et du coup, si les coopératives locales ont des relations déjà fortes avec les institutions piliers, ça permet de pérenniser, en faisant par exemple des achats avec les acteurs locaux. Voilà, ça peut pérenniser l'activité des coopératives locales.
Donc un exemple, bon, plus concrètement, pour le quartier de Granton dont je parlais avant, donc l'objectif est de faire donc une rénovation, mais quand je dis rénovation, c'est vraiment rénovation globale. On va au-delà, de la rénovation énergétique, et encore une fois, on a une approche, intégrée et globale, en pensant le territoire, enfin en pensant la rénovation aussi, sur les aspects, mobilité, énergie, sur les aspects d'espaces verts, de la gestion des déchets et aussi les réseaux de solidarité qui seraient existants. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une connaissance, du territoire, des réseaux existants pour pouvoir ensuite les solliciter, pour mettre en place, de nouveaux projets, de nouvelles initiatives pour le climat. Et en mettant les résidents, enfin, au cœur, de la décision, du processus de décision, par exemple, et laisser décider, comment, utiliser les espaces communs dans cet exemple de Granton, ou par exemple, les laisser décider, quel type de coopérative, ils souhaitent, créer. Hem, voilà, par exemple, dans ce cas-là de rénovation, on peut, par exemple, imaginer, faire appel à, une coopérative locale pour, rénover les bâtiments et ensuite, continuer à les solliciter pour, leur maintenance future et toujours le fait de solidifier cette relation, avec les institutions piliers permet voilà, de pérenniser les opportunités pour, la coopérative tout en faisant en sorte que, les bénéfices restent vraiment, sur le territoire. Heu, voilà, donc l'idée donc c'est vraiment là, on est encore au début du processus, enfin la rénovation globale du quartier de Granton n'a pas commencé, mais c'est justement intéressant quand on est au début du processus, d'avoir ces réflexions-là et d'utiliser ce modèle, pour, voilà, pour, maximiser les bénéfices, pour, les communautés. Donc il y a certaines, autres villes qui utilisent, le modèle de création de valeur, de manière explicite dans leur plan, climat, et d'autres de manière plus implicite. Mais voilà, vraiment l'idée c'est d'avoir une approche, intégrée globale, et de mettre, les résidents, au cœur, de la décision, pour, les embarquer, dans les projets climat. Voilà, c'était ma dernière slide. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Ben là, on touche vraiment à plein de choses, hein, parce qu'on touche vraiment bon, ce qu'on a beaucoup entendu en France, hein, la fin du mois avant la fin du monde, c'est presque un lieu commun. On touche aussi à cette question de la résilience. On a vraiment l'impression de cocher toutes les cases des choses les plus, en tout cas qu'on a vues, en particulier en France, parce qu'il y avait cette conjonction entre la question sociale et la question du rejet de certaines mesures pour le climat dans un cadre français. Évidemment, le Covid qui touche tous les pays, plus ou moins. Donc cette question de la résilience. Et bien entendu, voilà, dans quelle mesure ce qu'on a pu tester en matière d'infrastructures résilientes ou pas et de communautés résilientes ou pas, peut être utile également et même vital pour la résilience, pour les questions de climat, hein. Donc, hyper intéressant. Question peut-être pour un petit peu plus tard, les institutions piliers. C'est quelque chose d'intéressant, peut-être de voir un peu plus en détail de quoi il s'agit. Je sais que Yana, qui est avec DEMSOC à Leuven en Belgique, et Alexa, donc, qui travaille également avec DEMSOC à Édimbourg dans le cadre du projet Climate Kick dont on a parlé. Voilà, Yana, toi tu es aussi à Louvain en Belgique, à travailler sur un projet qui inclut une forte dimension de création de valeur locale. Donc maintenant ou plus tard dans la discussion, n'hésite pas à intervenir pour donner des exemples de ce qui se fait, hein, à Louvain. Katharina, est-ce que nous avons des questions immédiatement concernant la création de valeur locale avec l'exemple d'Édimbourg, ou est-ce que tu souhaites passer en format discussion?
Donc, je laisserai la parole à Yana juste après, mais justement, je pense que, au contraire, on veut éviter la gentrification et par exemple, donc là, il y a des groupes de travaux en place pour, par exemple, pour, les logements, faire en sorte qu'au lieu de faire appel à un développeur, pour créer des nouveaux habitats, ce qui pourrait, augmenter le prix enfin, faire en sorte que les logements ne soient pas forcément abordables. La création de valeur locale peut aussi sous-entendre que la municipalité, au lieu de faire appel à un développeur, fasse appel à, qu'on repense la propriété locale différemment et que les résidents eux-mêmes puissent acheter le territoire et construire, pour faire leur propre coopérative, pour gérer ça eux-mêmes, construire eux-mêmes et donc réduire, rendre les logements abordables pour tous. Et donc, justement, le but, c'est de réduire les inégalités plutôt que en faire un quartier, un écoquartier riche, par exemple, ce qui aurait bien sûr le risque de gentrification. Alors, plutôt Thomas, plutôt Claire, plutôt Yana, plutôt Juan. Voilà. Je veux bien essayer de donner une première réponse. Nous, c'est vrai que dans notre logique, on a plutôt phasé les choses là, hein, dans la construction du programme d'action, puisqu'on a demandé, on a travaillé avec les services et avec les acteurs pour proposer une stratégie. Cette stratégie, on l'a ouverte aux citoyens, on leur a donné toutes les infos, et puis on leur a demandé de nous faire un retour et d'alimenter le programme d'action. Ce programme d'action, on l'a redonné aux services puis aux élus pour pouvoir l'intégrer. Donc c'est vrai que il manque peut-être ce travail de co-création directe là, puisqu'on est un peu sur une démarche itérative basée sur des allers-retours entre l'institution et le citoyen. Alors on est en train de travailler actuellement sur un projet avec la nouvelle équipe qui serait d'associer les citoyens directement à la démarche d'amélioration continue en matière de transition énergétique. Grand Poitiers est engagé dans la démarche Citergie, hein, donc c'est un référentiel européen qui permet de mesurer la performance de la collectivité du territoire en matière de transition énergétique. Et on aimerait s'appuyer sur cette démarche qui permet d'identifier les marges de progrès pour vraiment faire travailler là ensemble les citoyens et les élus notamment sur on sait quelles sont, grâce à Citergie, on sait quelles sont les marges de progrès et ensuite on va essayer de construire ensemble des actions qui permettent de répondre, qui permettent d'aller plus loin, qui permettent de s'améliorer en la matière. Donc c'est peut-être une piste, mais on l'a pas encore concrètement mise en place. Ça fait partie des projets pour 2021. Et puis ensuite, peut-être pour donner une deuxième piste, une deuxième ouverture, on travaille aussi avec, on a engagé un partenariat avec l'Université de Poitiers et en particulier avec des étudiants en psychologie du comportement, pour y voir plus clair sur justement les ressorts de l'implication du citoyen dans la transition énergétique. Donc voilà,
a fait un premier travail qui consistait à étudier les leviers par rapport à l'acceptabilité des énergies renouvelables, notamment sur la question de l'éolien. On a travaillé sur les leviers également pour permettre pour essayer justement d'impliquer plus fortement les citoyens dans la mise en œuvre des actions. Et du coup, voilà, on envisage de continuer ce processus pour essayer de trouver des bons outils, des bons leviers, en faisant appel aussi aux sciences humaines. Voilà, mais j'aime bien aussi l'idée de la baleine et de la bulle. Oui, juste rapidement, donc nous, pour travailler avec les citoyens, donc on a aussi une plateforme d'engagement en ligne qui est ouverte et sur lesquelles il y a des sujets, des thèmes clés comme alimentation, transport, etc., où vraiment on appelle les citoyens à mettre leur contribution, un peu comme, je pense, la plateforme de Poitiers, sauf que nous, elle n'est pas limitée dans le temps, donc les suggestions sont toujours ouvertes pour travailler, écouter les citoyens, les résidents. Un autre exemple peut-être un peu plus concret, ça a été dans le cadre du Covid. Donc, il y a eu un gros programme d'élargissement des trottoirs pour que les gens aient la place de circuler de manière safe. Et aussi des nouvelles pistes cyclables aménagées. Et donc, du coup, on a vraiment impliqué les citoyens dans ces décisions-là grâce à pareil, un outil en ligne où les gens pouvaient mettre très précisément pour cette rue qu'est-ce qu'ils suggéraient. Par exemple, aussi, il y a des routes qui ont été fermées à la circulation en voiture, mais laissées ouvertes pour les vélos. Et donc, tout ça, il y a eu des milliers de contributions sur cette. Donc, c'est une vision, ça ressemble à une carte, et donc vraiment, les gens mettaient leur contribution partout sur les rues qui les concernaient, là où ils habitaient, parce qu'ils avaient, eux, la connaissance de leur quartier et ils étaient plus à même de faire des suggestions. Donc, vraiment, ça a été pris en compte dans cet exemple concret. Et voilà. Et sinon, on a donc aussi notre plateforme d'engagement qui s'appelle Edinburgh Talks Climate. Voilà. Bon, enfin, à Madrid, nous avons un problème maintenant, c'est que presque tous les moyens de participation sont, comme tu as dit, des consultas, non? C'est la consultation à la population. Donc, les assemblées qu'on avait, ça fait 3 ans, et ils ne sont pas trop débrouillés. Donc, c'est un des défis que nous devons passer encore une fois. C'est un défi à nous, en fait. Et c'est une des choses qu'on veut reprendre avec la participation dans les deep demonstrations. On espère qu'avec ce programme, on peut les mettre encore une fois, débrouiller encore plus les assemblées. Mais à ce moment-là, il y a un vrai problème là, à Madrid. Juan, quand tu parles du programme Deep Demonstrations, donc tu parles du programme Climate Kick, Oui. qui est en œuvre à Louvain, à Édimbourg et à Madrid. Quand tu dis on voudrait relancer cette idée de participation citoyenne par ce type de consultation avec le programme Deep Demonstrations, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur la manière dont ça s'articule dans le cadre de ce projet? Oui, par exemple, Deep Demonstration, il travaille sur l'idée des portfolios. Donc, il y a des expériments qui doivent être désignés par des différents acteurs dans la ville. La ville, les entreprises privées, NGOs et les citoyens. Donc, ce que nous avons fait, c'est de mettre ensemble des initiatives citoyennes comme lesquelles que nous avons vues déjà
dans la présentation. Ça, c'est une des bonnes choses que tu as quand tu as fait l'art. C'est vrai qu'il faut les consolider après la communauté qui s'active, mais une fois qu'ils sont déjà activés, donc c'est très facile de les reprendre pour les mettre à travailler dans des autres programmes. Parce qu'en fait, on veut tous les mêmes choses. Donc, une des choses que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de faire les designs de portfolio avec eux. Donc, ça marchait avec des petits groupes qui sont rejoindre par des différents sujets. Et après, on a mis des représentants de chaque sujet dans une autre table avec les universités, du monde académique, de la ville, etc., etc. Donc ça, c'est pour ça que je me suis demandé comment est-ce que vous l'avez fait dans les autres villes, parce que c'est un problème normalement d'être conscient que la responsabilité est partagée, mais que les droits pour désigner, c'est aussi partagé, et que les droits pour désigner les budgets, c'est aussi partagé. Donc, on a fait comme ça. Et après, pour l'implémentation du portfolio, nous sommes aussi en train de travailler avec les mêmes initiatives citoyennes. Donc, dans ces cas-là, si au premier moment, nous avons demandé à les initiatives de venir pour désigner avec nous, à les deuxième moment, ce que nous avons fait, c'est des alertes où ils sont en train de faire des trucs pour aider, pour partager les ressources, pour partager aussi les budgets. Donc, on est en train d'essayer de différentes manières ça dépend des moments du processus. C'est ça, merci beaucoup Juan. C'est vraiment cette idée de Climate Kick, c'est vraiment de concevoir de manière participative un portefeuille d'expérimentation à des échelles toutes petites sur un très grand nombre de thèmes de manière itérative, voir quelles sont les expérimentations qui ont été conçues de manière collective, les mettre en œuvre et voir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Et ensuite, réellement renforcer le dispositif de toutes les actions dont on va pouvoir disposer dans une ville donnée pour actionner des effets déclencheurs, des leviers très forts pour une très forte réduction des émissions et dans certains cas, la préservation ou la régénération de la biodiversité. Précisément, ça fait partie. Oui, 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 il y a certaines villes où ils ont décidé de faire cela. Je me demande, et là je me tourne vers Yana à Louvain ou Leuven en Belgique, est-ce que cet aspect de tirage au sort pour des petits mini publics, hein, des jurys ou des panels citoyens tirés au sort, est-ce que c'est quelque chose qui a été expérimenté ou qui va être expérimenté à Louvain? Oui, c'est ça. On est en train dans le projet du Climate Kick, on est vraiment en train de regarder vers une expérimentation spécifique sur une partie du territoire de Leuven. Et là-bas, on travaille pas sur le thème du climat en général, mais vraiment sur des thèmes plus spécifiques comme la mobilité, comme les parties du vie publique. Alors, on va travailler sur tous ces sujets qui sont vraiment spécifiques pour cette partie du ville. Et là-bas, on va travailler avec une tirage au sort. Alors, on est encore en train de mettre en place exactement comment est-ce qu'on va construire cette trajet. Mais c'est bien sûr qu'on est inspiré par des assemblées citoyennes. Et le tirage au sort, c'est un aspect très important sur tout ce projet. Parce que bien sûr, on veut être sûr que ce n'est pas seulement les personnes qui sont déjà très intéressées sur le climat, sur la mobilité, qui prennent part dans le trajet, mais qu'on a bien sûr tous les types de citoyennes de cette partie de la ville. Super, donc on a vraiment déjà un exemple concret. Je crois que Claire peut-être pourrait ajouter quelque chose sur la dimension assemblée citoyenne dans le cas d'Édimbourg. Oui, juste pour donner une petite perspective, donc outre-Manche, donc la Convention citoyenne pour le climat, qui était quand même une innovation un peu démocratique en France. Donc, on a eu le même dispositif à l'échelle du Royaume-Uni, donc Climate Assembly, avec aussi des gens tirés au sort. Sinon, plutôt à l'échelle d'Édimbourg, donc il y a un engagement plutôt avec les jeunes.
qui était très actif pour les marches pour le climat, etc. Et donc, il y a eu l'organisation de 2 Youth Summits, donc des sommets, enfin des conférences spécialement pour les jeunes, pour les impliquer également dans la conversation. Sinon, bon, c'est un peu périphérique, mais je voulais aussi mentionner le fait qu'à Édimbourg, il y a une commission climat qui a été créée en janvier-février 2020, donc assez récemment, donc qui est indépendante, qui n'est pas liée à la ville, mais donc cette commission climat elle a à peu près 25 membres qui représentent chacun donc des secteurs variés, comme le secteur du tourisme, le secteur de la mobilité, et on a aussi une personne qui représente les jeunes. Donc voilà, donc c'est pas une assemblée citoyenne et ça n'a pas été tiré au sort, mais donc c'est une assemblée indépendante et qui a un peu le rôle de garde-fou et de faire en sorte de vérifier que la ville est sur la bonne direction pour atteindre son objectif de neutralité carbone, et donc pouvoir donner des recommandations, des conseils, tout en gardant son indépendance. C'est la ville de Poitiers qui a aussi un projet d'assemblée citoyenne qui n'est pas encore constitué, mais l'idée c'est d'avoir un panel de 150 membres, je crois, avec un tiers de personnes issues des instances citoyennes existantes, un tiers de personnes volontaires, et puis un tiers de personnes tirées au sort. Voilà, c'est pas forcément uniquement sur les questions climatiques, mais enfin voilà, ça fait partie des enjeux et des projets à venir. Et là, actuellement, c'est encore un autre sujet, c'est sur le sujet de la 5G. Il y a un jury citoyen qui est en cours de constitution, avec là aussi des personnes qui vont être tirées au sort et puis formées sur les enjeux liés au déploiement de la 5G pour pouvoir rendre voilà, un avis citoyen, sortir de l'aspect technique ou économique ou politique sur la question. Oui. Donc ça serait peut-être pour Thomas, parce que c'est une question qui concerne les différentes conférences citoyennes en France, hein, je crois, Katharina. Alors, je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre. Enfin, voilà, moi, je travaille sur les enjeux climatiques et ensuite, je m'appuie sur mes collègues qui sont plutôt spécialisés sur les questions de participation citoyenne. Donc, je ne suis pas forcément dans ce réseau-là, mais je sais que, bien sûr, un peu comme dans tous les domaines, il y a des réseaux qui se créent au niveau régional ou national et qui permettent d'échanger sur les bonnes pratiques. Donc, c'est vrai que ça paraît intéressant. On sent qu'il y a un foisonnement en ce moment en la matière et c'est riche et ce serait intéressant effectivement de partager entre les territoires. Moi, ça me pose une autre question aussi, c'est à une maille plus locale, c'est la question de l'articulation. Moi-même, je peux avoir du mal à y voir clair parce qu'il y a plusieurs instances qui coexistent. On a parlé du conseil de développement, on a parlé de ces assemblées citoyennes ou de ces jurys citoyens sur des sujets particuliers. Il y a aussi des comités de quartier, il y a des budgets participatifs. Voilà, tout ça coexiste aujourd'hui et je pense que ce serait intéressant aussi d'avoir une vision systémique des choses et de voir qui fait quoi quand, parce que je pense que ça peut vite être facile de s'y perdre si on vient suraccumuler des instances. Merci pour la question. Donc,
déjà, juste pour clarifier, donc il est certain que la ville, enfin, la ville n'était pas la seule à avoir la responsabilité d'atteindre l'objectif zéro carbone. Actuellement, les émissions générées par la ville et ses activités, donc par exemple les écoles, la gestion des déchets, etc., donc tout ce qui est dans le scope d'activité de la ville ne représente seulement que 3% de toutes les émissions du territoire. Donc du coup, c'est bien en partenariat avec les autres entreprises, les autres structures qu'on va pouvoir atteindre cet objectif. Donc du coup, il n'y a pas que voilà, toute la responsabilité n'est pas nécessairement sur la ville, mais la Convention citoyenne, donc bon, le pouvoir qu'elle a, je pense que c'est voilà, plutôt consultatif et de conseils et de recommandations. Mais évidemment, il y a un grand risque pour la ville et les autres acteurs de risque réputationnel. Et donc, le fait d'alerter publiquement et de manière indépendante a, je pense, quand même de l'impact. Mais après, il n'y a pas de pénalité financière, en tout cas pour le moment. Ça pourra venir par la suite, puisque il y a l'objectif à l'échelle nationale d'atteindre cette neutralité carbone. Donc, il est possible que dans le futur, il incombe aux villes de vraiment respecter ça, mais actuellement, je ne pense pas qu'il y ait de contraintes, d'enjeux, de conséquences particulières. Mais en tout cas, c'est déjà un premier pas et le fait d'avoir voilà, un avis indépendant sur nos actions. C'est plutôt avec filtre que sans filtre. Pardon, Katharina. Alors, juste pour ajouter quelque chose sur ça, parce qu'il y a bien sûr la question sur le buy-in public des citoyennes, et ben c'est très important parce qu'il y a bien sûr il y a plusieurs manières d'atteindre ce but, et ça c'est une partie très importante du projet de voir comment est-ce qu'on peut atteindre ce but, bien sûr. Et on est bien sûr en train de travailler avec des organisations des droits des citoyennes, je ne sais pas exactement comment traduire, civil society, et des citoyennes en général, de travailler avec eux pour regarder comment est-ce qu'on peut être sûr que tout le monde est impliqué dans cette question et peut avoir une voix dans cette question. Oui, c'est ça, dans ce que tu disais, Yana, tu parlais de buy-in des citoyens. Donc, on pourrait dire, voilà, cette capacité d'appropriation des décisions prises par les citoyens, sachant en plus que beaucoup des décisions qui vont être prises, on a envie de dire, souvent les décisions les plus faciles sont celles qui affectent les citoyens les plus vulnérables. Hein. C'est celles où justement il est important que la capacité de rééquilibrer, hein, dans la prise de décision, justement les différentiels de pouvoir politique et d'influence dans le cadre de la cité, voilà, puisse être mis en œuvre, mis en place. Et donc c'est pour ça que, comme disait un petit peu Thomas, dans l'incroyable profusion prolifération d'instances parfois, hein, il faut vraiment s'assurer de voir comment ces instances correspondent entre elles et ont un effet multiplicateur plutôt qu'un effet qui pourrait consister à créer de la confusion plus qu'autre chose. Et donc, alors moi, il y avait un point qui m'intéresse beaucoup, c'est que comme, en tout cas pour le cas français, ce sont les métropoles ou les communautés de communes, les communautés urbaines, en tout cas en général l'échelon supérieur, qui est en charge des questions de climat en général. Je me tourne aussi vers Thomas pour m'assurer que je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas pour le cas des métropoles, c'est très clair. Et parfois la dimension démocratie locale, vie des quartiers, et donc la partie vraiment, donc par exemple ceux qui organisent les conseils de quartier par exemple, ce sont souvent des structures qui existent dans la ville-centre, mais qui ne sont pas très développées dans les plus petites communes parce qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas le même degré de développement en termes administratifs. Et donc la question, c'est comment ce réseau de relations avec la population locale qui existe dans les villes-centres peut être agrandi, renforcé, ou en tout cas, comment on peut équiper les plus petites communes d'une métropole de ce type
de rapport d'accès à la population, de manière à ce que les actions climat et la dimension participative puissent bien s'enclencher au même niveau métropolitain ou au niveau communauté urbaine, dans le cas de Poitiers. Donc voilà, je trouve que c'est une des questions intéressantes quand on parle de climat et participation, c'est-à-dire que les niveaux de décision soient équilibrés, se retrouvent à peu près ad hoc ou de manière institutionnalisée au même niveau. Voilà, c'est une piste de réflexion. Katharina, est-ce que tu me disais, voilà, un petit tour, donc sur cette question qui est une question dans le cas du système institutionnel français, une question assez complexe, on n'en fera pas le tour ici dans les 15 minutes qui nous restent. En revanche, on voulait voir, Katharina et moi, avec les intervenantes et les intervenants, si vous souhaiteriez ajouter un petit tour de conclusion sur la base de cette discussion. Je me lance, j'ai pas une idée lumineuse là comme ça qui me vient, mais je trouve que les deux sujets finalement qui composent cet atelier aujourd'hui vont très bien ensemble. Enfin, la question de la transition écologique et de la participation citoyenne, je trouve que c'est deux sujets qui se marient très bien. Il y a une vraie utilité. On sait bien que une institution ne peut pas seule, je pense aux 3% de Claire par rapport au poids de l'institution sur la transition énergétique d'un territoire. Donc forcément, il faut passer par une implication la plus collective possible. Et donc forcément, la participation citoyenne, c'est vraiment un outil incontournable pour faire cette transition écologique. Merci beaucoup Thomas. C'était une déclaration en forme de programme, donc c'est très, très mobilisateur.